Bonjour à tous d'être là, merci d'être là aujourd'hui. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de parler des réductions d'émissions carbone dans le portefeuille d'investissement pour les assureurs en particulier. Alors c'est un sujet assez vaste, hein. On a 45 minutes, donc si vous voulez manger, on va essayer d'être le plus rapide possible. Alors je suis accompagnée aujourd'hui de Yann. Bonjour à tous, Yann Duvaux, je suis directeur investissement durable, innovation et gouvernance au sein de l'entreprise Alliance France. Et de Betsabé. Bonjour, je m'appelle Betsabé Ilou, je travaille chez JP Morgan au sein de la banque d'investissement et je suis structureur, je couvre les compagnies d'assurance. Oui, et donc moi je suis Valérie Stéphane, je suis dans JP Morgan Asset Management et je suis responsable de l'équipe Strategy Analytics en Europe. Donc c'est une équipe qui aide un peu les compagnies d'assurance sur leur problématique d'allocation d'actifs et également donc tout ce qui est transition énergétique. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé récemment. Donc on a structuré cette présentation en trois parties. La première, on va vraiment s'intéresser à l'aspect réglementaire et comment est-ce qu'on arrive à justement à intégrer l'ESG dans le monde financier et dans l'assurance en particulier. Et puis ensuite, on regardera vraiment comment est-ce qu'on évalue les émissions carbone dans un portefeuille d'investissement. Puis ensuite, comment les réduire, donc le cœur du sujet. On a structuré la présentation en conversation, donc on posera des questions à Yann qui nous répondra justement comment est-ce qu'ils ont abordé certains de ces sujets chez Alliance. Donc voilà, Betsabé. Alors on va commencer par la revue des nouvelles réglementations, assez brièvement, mais juste pour remettre un peu de contexte. Donc comme vous pouvez voir ici, on vous a représenté une petite frise, vous pouvez voir toutes les évolutions qu'il y a eu depuis 2014, l'élément clé étant les accords de Paris en 2015. Et ce qu'on voulait montrer ici, c'était pas parcourir l'ensemble de ces sujets, mais plus vous montrer que les réglementations en matière d'investissement durable ont été en constante évolution. Donc beaucoup de travail là-dessus. Par rapport à ce qui se passe dans le monde, en Asie, ils sont beaucoup plus en retard et je dirais même plus en avance que les États-Unis. Et ce qui se passe en Europe est vraiment un benchmark pour le reste du monde. Si on passe à la slide suivante, je voudrais juste vous présenter plus en détail 4 réglementations qui nous semblent être les plus importantes. Donc la première, et c'est vraiment, je dirais, celle qui est majeure, c'est la taxonomie des activités vertes, qui a été mise en place en mai 2018. C'est la plus importante car les assureurs, et les entreprises de manière générale, non financières et financières, ont toutes essayé de rendre leurs investissements ou leurs activités plus durables. Et personne n'avait un peu de méthode. Donc chacun a appris sa méthode, défini ses propres règles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu dans un chaos et c'est pour ça qu'on parle aussi de greenwashing. Donc cette taxonomie des activités vertes, elle vient pour donner des critères stricts, des définitions pour aider les différentes entreprises financières et non financières à classifier leurs activités. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est la revue de solvabilité 2. Parce que l'EIOPA va aussi jouer un grand rôle dans cette transition énergétique. Notamment, elle a repositionné la revue de solvabilité 2, l'idée étant d'atteindre les objectifs du Green Deal européen. Donc pour cela, ils ont été mandatés pour 2 choses. La première, travailler sur la revue, est-il nécessaire ou pas de recalibrer tous les stress tests actuels qui sont dans la régulation, que ce soit par exemple sur des bons au trésor, sur des obligations d'entreprise, sur des actions. Y a-t-il une nécessité d'intégrer ces risques? C'est aussi valable aux passifs des assureurs d'ailleurs. Et le second point, c'est la mise en place de stress tests pour intégrer en fait tous ces risques climatiques, notamment dans l'ORSA. Je voulais finir par les 2 articles que vous voyez sur la droite. Donc ici, c'est juste pour vous montrer que la France est assez en avance dans le domaine de la transition énergétique. Tout d'abord, l'article 173 de la loi transition énergétique en 2015 a permis en fait de donner un cadre pour toutes les sociétés cotées, les investisseurs institutionnels ainsi qu'aux banques, pour avoir des obligations de transparence. Et donc l'article 29 de la loi énergie-climat va remplacer cette loi actuelle en 2022 et va être plus contraignante. Et l'idée, c'est vraiment d'augmenter toutes ces exigences. Donc en plus de devoir discloser ce qu'ils font en matière d'ESG, ils vont devoir l'intégrer dans la gestion des risques. Si on passe à la slide d'après, parfait.
on va revenir un petit peu sur la taxonomie des activités vertes. Donc, qu'est-ce qu'on qualifie, comment on qualifie en fait une activité de durable sur le plan environnemental. Donc ici, on a 4 critères qui sont donnés par la taxonomie. Tout d'abord, il faut contribuer substantiellement à au moins un des 6 objectifs environnementaux que vous pouvez voir sur la slide. Donc les 2 premiers qui consistent en la réduction et l'adaptation au changement climatique. Ces critères ont déjà été mis en place et publiés officiellement en janvier dernier. Cependant, les 4 suivants, donc l'utilisation responsable et la protection des eaux, la transition vers une énergie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution et enfin la protection de la biodiversité, tous ces critères ne sont pas encore finalisés et le seront d'ici janvier 2023. En plus de contribuer à ces 6 objectifs, il faut bien évidemment ne pas nuire à l'un des autres objectifs. Donc l'idée n'est pas d'être compliant avec le premier et ensuite de ne pas l'être avec les autres. Il faut être mené dans le respect de garanties sociales minimales, par exemple la Charte des droits de l'homme. Donc il y a une liste assez spécifique où l'activité doit être vraiment responsable aussi au niveau social. La taxonomie, elle nous permet aussi de mettre en place un nouveau ratio dont vous avez, je pense, tous entendu parler, qui s'appelle le Green Asset Ratio, qui est mis en place par l'article 8 de la taxonomie verte. Et donc ce ratio, il a été mis en place pour les entreprises non financières. Donc en fait, on demande aux entreprises de publier des ratios de turnover, de capex et d'operational expenditure. Et l'idée, c'est de voir quel est le ratio de tout ce qui est vert versus le total. Et ça correspond pas trop aux assureurs. Ce qui fait que l'EIOPA a travaillé sur ces ratios pour les adapter et faire quelque chose qui est plus, qui est plus à même pour des assureurs. Donc ils ont mis en place ce qu'on appelle un Green Asset Ratio sur le total asset, c'est-à-dire quels assets verts vous avez par rapport à l'intégralité de vos actifs. C'est un ratio qui paraît assez simple comme ça, mais il y a quelques subtilités sur les produits dérivés, par exemple. Est-ce qu'on les prend en compte? Est-ce qu'on ne les prend pas en compte? Quand on les prend en compte, est-ce qu'on prend en compte la market value, le nominal? Donc, c'est des questions qui ne sont pas si simples, au-delà de savoir si une activité est verte ou pas quand on regarde une obligation ou une action. Et ensuite, au niveau du passif, ils ont mis 2 ratios en place. Un pour la non-vie et un pour la réassurance, pour savoir la quantité de souscriptions vertes par rapport à la totalité des souscriptions. Maintenant, je vais me tourner vers toi, Yann, et je voulais savoir quel est l'impact de ces réglementations sur la politique d'investissement d'Alliance France. Alors, de manière globale, on a effectivement dressé le constat qu'il y a un véritable raz-de-marée de la réglementation sur le secteur de la finance durable. Entre les acronymes, et là on parle effectivement SRD2, SFDR, l'article 28 qui nous oblige, qui nous impose un niveau de transparence plus profond sur nos reportings, sur comment on gère notre portefeuille d'actifs. Entre des initiatives de place, TNFD, TCFD, c'est sûr qu'on a de quoi s'y perdre. Côté Alliance France, la manière dont on a répondu à ce raz-de-marée, le premier enjeu était un enjeu de gouvernance. On a créé au sein de l'unité investissement une équipe qui est en charge et qui porte la responsabilité de ces enjeux sur la finance durable au sein des investissements. Elle y pousse le sujet de la finance durable au sein de la stratégie d'investissement, donc prise en compte des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance. Mais également au niveau d'instances de décision, le risque comité, le LIMCO, qui est l'organe local de prise de décision sur l'investissement. La deuxième réponse, c'est tout simplement quel choix d'approche on peut prendre. D'un côté, on a l'approche réactive, c'est-à-dire qu'on va attendre que le texte de loi soit formalisé, soit publié pour y faire face, et en l'occurrence quand on voit l'enjeu et je dirais le challenge de la taxonomie, par exemple, ça pose quelques difficultés pour la collecte de données, mais je crois qu'on y reviendra sur cette problématique de la data. Et de l'autre côté, on a l'approche proactive. Alors, il faut rester très très humble sur le sujet de la finance durable. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très complexe. Même si on souhaite avoir une
souhaitent adopter une approche proactive, donc l'anticipation de ces enjeux réglementaires, il est toujours difficile parce que les textes ne sont pas toujours très clairs. Parfois, il y a toujours une zone de flou, mais il faut s'organiser, il faut construire une réponse suffisamment solide, puisque celle-ci est souvent amenée à être publiée ou à être discutée, ou en tout cas présentée à différentes instances. Enfin, la troisième réponse, rapidement, c'est l'information client. Et en l'occurrence, si vous n'avez pas, niveau 1, les experts, vous ne pouvez pas effectivement être proactif dans votre approche. Et si vous n'avez ni les experts, ni être proactif, on tombe dans ce qu'on a nommé effectivement potentiellement le greenwashing, c'est-à-dire qu'on va parler de la finance durable sans avoir les éléments, ou en tout cas les analyses derrière, pour être suffisamment confort et confortable sur cette approche d'investissement durable. Merci beaucoup Yann. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'intégration de l'ESG au sein des portefeuilles d'investissement, on voudrait présenter un petit peu, donc JP Morgan Asset Management a réalisé une étude il y a quelques années et a interrogé les différents Chief Investment Officers de compagnies d'assurance pour savoir un petit peu, quand ils mettent en place une stratégie d'investissement durable, dans quelle mesure ils la mettent en place dans chacune des classes d'actifs. Parce que la question est peut-être assez différente, et on y reviendra tout à l'heure, dans chacune des classes d'actifs. Et donc quand on regarde un petit peu les résultats, on voit que c'est relativement biaisé, c'est-à-dire que plus la classe d'actifs est vanille, plus les investisseurs sont à même en fait de modifier leur stratégie d'investissement pour la rendre durable. Donc si vous regardez pour tout ce qui est les investissements à revenus fixes, donc le graphique de droite, vous avez les investissements investment grade. Si on additionne le very likely et le likely, on se retrouve sur à peu près entre 80 et 90% de probabilité d'intégrer la durabilité au sein de la stratégie d'investissement. En revanche, quand la classe d'actifs devient moins vanille, ou je dirais plus complexe, plus risquée, par exemple du high yield, de l'emerging market, ben là on voit que la volonté d'intégrer ces critères est plus faible. Et c'est assez évident quand on regarde des classes d'actifs, je dirais encore moins vanille, c'est-à-dire par exemple les investissements alternatifs, où là souvent les assureurs ont des équipes pour revoir ces types de stratégies, essayer de les comprendre car elles sont souvent complexes. Ben la probabilité, là aussi, en dehors de l'immobilier, se réduit assez rapidement. Donc on peut se poser la question finalement, est-ce qu'il n'y a pas dans l'idée des investisseurs un choix entre soit je rends ma stratégie d'investissement durable et finalement je sacrifie mon rendement, ou alors quand je veux investir sur des classes d'actifs pour du rendement, ben je regarde un peu moins les critères de durabilité. Ouais, et donc en fait, donc là on a fait un graphique ici où on classe les étapes pour avoir une approche ESG au sein d'un portefeuille d'assurance. On les a mis arbitrairement de 0 à 4, 4 étant obtenir un portefeuille net zéro et donc aligné avec les accords de Paris. Et 0 étant vraiment mettre en place juste des listes d'exclusion. Alors, en Europe, on a présenté ce schéma à beaucoup d'assureurs en Europe, et c'est très très disparate. Des très gros assureurs qui ont beaucoup de moyens vont être plutôt au niveau du 4. On connaît bien les objectifs net zéro de Allianz, de AXA par exemple. Et pour des plus petits, ils peinent même à mettre en place déjà des listes d'exclusion. Après, la plupart sont quand même plutôt coincés au niveau 1, qui est l'intégration. Donc, ce qu'on appelle l'intégration, c'est vraiment un problème de données. C'est obtenir les informations sur le portefeuille en termes d'émissions, de juste identification du risque et mesure justement de l'impact carbone du portefeuille. Et donc effectivement, à ce niveau-là, il y a aussi toute la partie des stress tests d'IOPA sur lesquels on va revenir un peu plus tard. L'étape 2, c'est l'approche l'alignement du portefeuille avec une politique d'investissement. Donc ça va être du best in class, du positive tilt, choisir des obligations un petit peu meilleures que les autres ou que le secteur, investir dans des obligations vertes par exemple également. Et le niveau 3, c'est donc l'intégration plutôt vraiment de l'ESG d'un point de vue holistique, aussi bien au niveau des actifs que des passifs, et donc appliquer les mêmes stress climatiques aussi bien sur le portefeuille d'actifs que sur les passifs.
Donc voilà, de plus en plus d'acteurs sont signataires du Net Zero Asset Owner Alliance, donc c'est le niveau 4. Mais pour cela, il faut vraiment avoir des objectifs clairs de réduction d'émissions et puis parfois même investir dans des crédits carbone. Donc petite question pour Yann, où est Allianz sur cette échelle, même si on a un petit peu une petite idée. Alors, heureusement, j'en ai une. J'ai une petite idée et j'en ai une bonne, qui est du moins structurée de notre côté, heureusement. Mais avant ça, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Betsabe. Nous, on est assez convaincus que rendement ne s'oppose pas à durabilité. Durabilité ne s'oppose pas à risque-rendement. On est, encore une fois, convaincus que l'association des deux peut produire un portefeuille résilient, peut nous éviter des actifs échoués, ou ce qu'on appelle les stranded assets, peut nous avantager sur la courbe de value at risk aussi, sur ce ratio que l'on calcule. On commence à rentrer dans le jargon, mais donc du coup, l'emploi des critères de durabilité vient s'ajouter aux critères financiers qu'on avait l'habitude de gérer. C'est simplement un changement de paradigme, en tout cas de mon point de vue et de notre point de vue. C'est un changement de paradigme où on va intégrer des critères qui sont extra-financiers, mais des critères extra-financiers qui ont un impact sur la vie de la société et son développement. Et d'ailleurs, on l'a vu encore récemment, il y a des cas où le contrôle qualité a failli, donc il n'y avait pas forcément une bonne gouvernance, et en l'occurrence, il y a une dévalorisation d'une ligne de votre portefeuille. Quand vous êtes exposé à plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros, potentiellement, ça peut faire un petit impact sur votre résultat. Alors, c'est toujours très complexe, j'ai souvent cette question-là, mais comment expliquer la politique ESG d'un portefeuille de près de 90 milliards qui est très diversifié en 3 minutes ? Je jamais trouvé encore l'astuce, mais je vais essayer de vous donner quelques éléments. Alors nous, on a la chance, encore une fois, de travailler sur un portefeuille de 90 milliards, donc très diversifié, et effectivement, je rejoins Betsabe sur le fait qu'on n'adresse pas la durabilité au sein d'un portefeuille de dette souveraine comme celui de la dette corpo ou de l'immobilier ou de private equity ou d'infra. Donc et en l'occurrence, chaque classe d'actifs a ses caractéristiques, donc vous ne les abordez pas de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Net Zero Asset Owner Alliance, qui vise une neutralité carbone pour les portefeuilles d'actifs à horizon 2050, n'adresse que le public equity, le corpo debt et l'immobilier. On n'a pas encore touché à l'infrastructure ni au private equity, sur lesquels on a d'énormes difficultés à aller chercher l'info au niveau qualitatif et au niveau quantitatif. Rapidement, pour y répondre, on a deux process très différenciés que l'on a mis en place à partir de 2016-2017. On a distingué le côté du non-côté, encore une fois, pour cette problématique de données. On a également développé des outils internes d'évaluation. Vous n'évaluez pas une poche d'impact investing comme vous évaluez une poche de souverain. Ce n'est pas possible puisque l'engagement n'est pas le même, puisque le niveau de discussion et l'influence que vous pouvez avoir avec votre interlocuteur n'est évidemment pas le même. Ensuite, nous avons développé certains projets. Il y a évidemment le plus connu qui est la décarbonation des portefeuilles d'actifs, où tous les investisseurs institutionnels aujourd'hui se sont rejoints. Mais également, on va aborder avec l'équipe des sujets tels que la biodiversité. Et à notre sens, la biodiversité va même à un moment donné avaler le sujet du carbone. Le sujet du carbone est assez simple, on connaît le métrique, c'est le CO2. On parle tous le même langage, c'est relativement simple. La biodiversité, pour un portefeuille d'actifs diversifié, c'est extrêmement challenging. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir agréger la gestion des terres, la gestion des espèces animalières, la gestion de l'air, Donc il y a différents niveaux d'intégration qui rend le sujet quelque peu complexe. Et après, on a des opportunités thématiques, notamment liées à la technologie. On a parlé souvent de biomasse, on parle beaucoup d'hydrogène, on parle beaucoup d'impact investing, mais nous on se focalise vraiment sur le non-côté et là où on peut avoir une interaction très fine, très étroite avec les responsables d'entreprises qui sont lancées. Et je vois le chrono qui défile, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, il faut juste garder en tête qu'une politique de ESG est complexe complexe, mais c'est un beau projet, faut attention, elle est complexe, mais c'est pas infaisable.
elle est différente entre les classes d'actifs, et ça je pense que pour vous c'est intéressant de le garder en tête. Oui, non, tout à fait. Donc là, on a mis le cadre en place. On a vu justement les réglementations et un peu ce qui était fait déjà chez les assureurs. Maintenant, on va se poser la question de vraiment qu'est-ce que c'est que cette évaluation des émissions carbone, et avant de regarder comment les réduire. Donc on parle souvent d'émissions carbone, mais en fait il ne s'agit pas seulement de CO2, hein, il y a d'autres gaz à effet de serre qu'il faut prendre en compte. Et souvent on parle de ces émissions, on les classifie en scope 1, 2 ou 3. Donc le scope 1, ce sont les émissions directes de l'entreprise par leurs propres actifs. Donc c'est soi-même prendre sa voiture par exemple. Le scope 2, c'est tout ce qui est électricité achetée pour faire tourner son entreprise. Et après, là où ça devient vraiment compliqué, c'est le scope 3, qui sont indirects, et il y a des scopes 3 en amont et en aval. Donc en amont, ce sont les employés, par exemple, qui viennent en voiture au travail, les voyages business, et puis en aval, par contre, ce sont les émissions qui sont financées. Donc par exemple, une banque qui prête de l'argent à une compagnie pétrolière et qui du coup va avoir des émissions indirectes. Donc le scope 3, c'est celui qui est le plus difficile à évaluer, parce qu'il y a beaucoup de double... Enfin, on compte 2 fois beaucoup d'émissions, ce qui n'est pas grave, hein, mais voilà, il faut avoir... c'est là où il y a le plus de difficultés. Donc aujourd'hui, comme on s'intéresse au portefeuille d'investissement d'assureurs, on va essayer de voir, donc pour chaque obligation détenue, action, on se demande quelles sont les émissions carbone de l'émetteur, des émetteurs dans le portefeuille. Donc justement, quelles sont les métriques possibles pour faire l'état des lieux? Donc il y en a, la première, c'est vraiment celle du haut, les émissions financées. Donc ça, c'est une métrique complètement... Il n'y a pas de normalisation qui a lieu, c'est juste si un émetteur est dans votre portefeuille, on prend les émissions de cet émetteur et on les agrège. Donc c'est très difficile de comparer 2 portefeuilles ensemble. Et puis ensuite, ce qui est dérivé, c'est le carbon footprint, donc l'empreinte carbone, où on divise les émissions de cet émetteur par le montant investi. Donc en tant qu'assureur, on a investi 100 millions dans une obligation, voici votre empreinte carbone. Donc ça permet par contre de faire une agrégation au niveau du portefeuille et de comparer et d'attribuer après les émissions. Donc ces 2 métriques sont vraiment basées sur l'ownership. C'est nous qui sommes responsables indirectement de ces émissions puisqu'on détient les titres. Mais aucune de ces mesures ne prend en compte l'efficacité. Donc on introduit 2 autres mesures, celles de droite, qui sont des mesures d'efficacité, d'intensité, donc on appelle ça l'intensité carbone, qui sont typiquement préférées. Donc en fait, dans l'intensité carbone, on divise les émissions par les revenus de l'émetteur. Donc ça va nous permettre de voir si, par exemple, on veut choisir d'investir dans Ford ou Volkswagen, si on doit dépenser une tonne de carbone, où est-ce que c'est le mieux investi et qu'est-ce qui va être le plus efficace en fait. Et donc il y a une mesure où on divise par les revenus et l'autre où on divise plutôt par les unités de production. Le problème de celle où on divise par les unités de production, c'est que c'est très bien pour comparer dans un même secteur. Donc si on compare Ford et Volkswagen, on va vérifier par rapport au nombre de voitures qui sont produites et aux tonnes de carbone émises. Ça va permettre de comparer un peu sur la même base. Par contre, si on compare 2 secteurs entre eux, les unités de production n'ont rien à voir, donc on ne peut pas comparer des téléphones et des voitures. Donc la métrique qui est quand même retenue principalement, c'est quand même souvent celle de l'intensité carbone, du moins pour le portefeuille liquide. On est toujours là dans le cadre des obligations et des actions détenues dans le portefeuille. Alors maintenant, on va essayer de mettre ça un peu plus en perspective et dans un contexte. Donc on a regardé des données sur des portefeuilles. Alors, aux États-Unis, on a la chance d'avoir beaucoup de données publiques, ligne à ligne, pour tous les portefeuilles d'investissement des assureurs. C'est pas le cas en Europe. Donc on a utilisé les données des États-Unis, mais en particulier on s'est focalisé sur les entités américaines d'assureurs européens, qu'on a comparé ensuite avec un groupe agrégé de tous les plus gros assureurs américains en vie, du côté de la vie. Donc vous avez certainement souvent entendu parler du score ESG, donc E pour environnement, social et governance. Donc MSCI a développé un score qui est très 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 utilisé dans le marché. Mais donc, il y a vraiment une limite. Donc, quand un assureur dit qu'il essaye d'obtenir un rating A sur son portefeuille, donc il essaye de pousser son score ESG à être à peu près à 6, parce que plus le score est élevé, meilleur est le portefeuille.
Il y a une métrique, mais il y a une limite, c'est que là, sur le peer group qu'on considère ici, on a le même score ESG quasiment pour tous, à 5,2, 5,3 pour tous les groupes. Par contre, si on regarde l'intensité carbone, là, on voit vraiment de grosses différences. On a le même groupe d'assureurs et on voit l'évolution de 2017 à 2021. Donc chaque paquet, chaque année est représenté. Et là, il y a vraiment beaucoup de différences. Alors, tout d'abord, les assureurs européens qui ont une entité aux États-Unis sont beaucoup plus faibles en termes d'intensité carbone que ce qu'on observe sur les pairs aux États-Unis. Et puis également, en termes de progression dans le temps, il y a une légère diminution pour la moyenne des assureurs aux États-Unis, mais bien plus forte chez les assureurs européens. Donc, ce qui montre quand même que on est assez en avance en Europe avec nos politiques d'investissement durable et donc on cherche à les diminuer fortement. Allianz est plutôt bien placé sur ce graphique. Donc voilà, petite question sur quelle métrique vous utilisez. Alors je serai plus rapide que la réponse précédente. D'abord, il faut avoir en tête un petit point de clarification. Quand on parle de politique ESG et politique de décarbonation, on parle bien de deux sujets très différents. D'accord ? La politique ESG est beaucoup plus globale et intègre d'autres éléments, d'autres critères que simplement la politique carbone, ou en tout cas l'enjeu de décarbonation, la volonté de tendre vers un portefeuille net zéro. Au niveau des métriques, et là je parlerai peut-être plus spécifiquement de métriques carbone, en fait tout simplement nous on regarde, si tu reviens Valérie s'il te plaît, nous on regarde en fait l'ensemble de ces métriques là. Pourquoi ? Parce qu'ils racontent des histoires très différentes. En valeur absolue, c'est toujours bien dans un même secteur de regarder les émissions absolues d'un émetteur. Pourquoi ? Parce que ça nous intéresse, on a à peu près la même activité, même si évidemment ce sont deux entreprises différentes. Ça nous renseigne beaucoup. Ça ne renseigne pas forcément sur notre portefeuille, mais ça renseigne sur la valeur de carbone de l'entreprise. Ensuite, sur l'intensité, c'est là où effectivement on va regarder côté investisseur, pour 1 million investi dans notre portefeuille, quelle est la valeur carbone de cet investissement-là ? Donc l'histoire est quelque peu différente et j'en profite dans notre rapport sur l'investissement durable. D'ailleurs, vous verrez tous ces métriques-là et on les a même découpés secteur par secteur. Donc du coup, de manière très claire, on regarde toutes ces métriques, en gardant en tête avec la difficulté de se dire scope 1, 2, 3, c'est complexe, notamment sur le 3. Gardez en tête peut-être aussi un élément, c'est que le scope 1 et 2 comptent environ pour 30% d'une émission carbone. Le scope 3, c'est 70%. Donc quand on n'arrive pas à modéliser le scope 3 d'une émission carbone, on a à peine un tiers de la valeur carbone de cette émission. Donc du coup, faut garder cet enjeu en tête et l'enjeu aussi de la méthodologie, puisque effectivement Valérie, tu l'as justement dit, savoir si on est sur du double comptage ou pas de certaines émissions, parce qu'il y a un recoupement. Et nous, on a fait le choix d'accepter ce double comptage. Pourquoi ? Parce que ce qui nous importe dans l'équipe, c'est surtout de voir l'évolution de notre portefeuille d'une année sur l'autre et pas la valeur absolue uniquement du portefeuille ou de chaque classe d'actifs. J'ai une dernière petite question pour toi, Yann, à ce sujet. Quand vous regardez ces métriques, est-ce qu'on les regarde différemment ? Par exemple, si on regarde une Coca-Cola, donc est-ce qu'on les regarde par entreprise ou est-ce que quand on regarde l'action Coca-Cola par rapport à la dette qui est issued par Coca-Cola, est-ce que c'est quelque chose de vous différencier des métriques ou est-ce que ça reste la même métrique ? Est-ce que c'est par issuer ou est-ce que il y a aussi une distinction par classe d'actifs finalement ? Alors, on va différencier les classes d'actifs, évidemment. Quand on regarde la classe d'actifs renouvelable, on ne va pas le mettre au même niveau de l'infra si vous êtes uniquement exposé à du gaz, par exemple. Le secteur du oil and gas aujourd'hui n'est pas vu de la même manière que les financières, si on ne prend pas le scope 3 des financières, qui est le portefeuille d'actifs de ces financières. Donc, effectivement, il y a une distinction entre les classes d'actifs, entre les secteurs, et après... attention, ça demande beaucoup de capacité, du temps d'analyse, des sources de données. On parle des MSCI, mais on peut en citer beaucoup d'autres. On ne va pas faire de pub aujourd'hui.
Mais en l'occurrence, on est à un niveau suffisamment granulaire, effectivement, pour aller voir même jusqu'à l'émetteur, surtout quand on a une problématique à aborder et qu'on souhaite avoir le plus d'informations sur cet émetteur spécifiquement. Et notamment, quand une entreprise nous annonce un objectif SBTI ou un objectif de décarbonation, c'est là où on va aller un peu faire du tailor-made et aller à un niveau granulaire pour viser cette entreprise. Donc on a parlé de la décarbonisation des portefeuilles qui a été au départ quelque chose d'assez, je dirais, initiative volontaire de la part de plusieurs assureurs. Aujourd'hui, comme on en a discuté précédemment, les IOPA cherchent à mettre en place quelque chose d'obligatoire à ce niveau-là. Et donc on avait encore de méthode à proprement parler qui a été définie par les IOPA. C'est, je dirais, work in progress pour le moment. Ici, on a quelques premiers papiers qui ont été publiés, qui reviennent sur des approches que les assureurs pourraient utiliser. Et donc, les IOPA nous proposent une approche en 3 étapes, qui consiste d'abord, en fait, à identifier la matérialité de l'exposition aux risques climatiques à l'aide d'analyses qualitatives et quantitatives, et il donne quelques exemples dans le papier. L'idée ici, c'est de prendre l'intégralité des risques climatiques qu'on peut identifier. On regarde quel est l'impact de ces différents risques sur votre portefeuille, même si vous considérez qu'a priori vous n'avez pas ce risque, ou que ce risque est trop petit pour votre business, là, pour certaines lignes d'activité ou par rapport à votre horizon temporel. Donc vous devez essayer de quantifier, je dirais, une bonne approximation pour chacun de ces risques. Et la dernière étape consiste à regarder l'impact de chacun de ces risques par rapport à votre volume. Et ensuite, ça vous permet de dire, finalement, sur les 100 risques que j'ai regardés, il y en a 5 que je considère comme matériels. Et sur ces 5 que vous gardez comme matériels, vous allez faire des stress tests poussés, où là, les IOPA nous donnent quelques exemples. Donc, je vous ai mis des exemples pour l'assurance vie et l'assurance non-vie que vous pouvez faire. On ne va pas parcourir ces différents modèles parce qu'on n'aurait pas le temps, mais en slide, en appendix, et vous aurez les slides après la présentation, vous avez les détails de chacune de ces méthodes. Et donc voilà, c'est un peu la timeline que nous donnent les IOPA. Pour construire ces guidelines, les IOPA, c'est notamment basé sur ce qui avait déjà été fait en Europe. Donc ici, on vous a mis la liste de 5, je dirais, outils réglementaires qui ont été assez populaires, notamment la Banque d'Angleterre et la PRA, qui est l'équivalent de l'EIOPA au Royaume-Uni, ont été très proactifs, ainsi que les Pays-Bas sur ces sujets. Et donc, Valérie va vous présenter une étude qu'elle a fait sur ces stress tests de la Banque d'Angleterre. Oui, donc on a pris ces scénarios de la Banque d'Angleterre qui projettent en fait des variables économiques sur les 50 prochaines années, enfin jusqu'à horizon 2050, pardon, sur les 30 prochaines années, dans plusieurs scénarios, donc early action, late action et no action. Et donc nous on a appliqué ces stress macroéconomiques et financiers sur les actifs, donc sur le bilan moyen des assureurs en Europe, il s'agit des assureurs vie, et puis également sur la courbe de valorisation des passifs. Et ensuite on a recalculé le ratio de solvabilité pour voir un peu à quel point le ratio de solvabilité changeait dans ces scénarios. Donc dans le early action, on agit maintenant, on impose une taxe carbone et donc il y a beaucoup de transition qui a lieu immédiatement, mais à horizon 2050, globalement, l'économie s'adapte et rattrape, et donc les ratios se normalisent. Donc on n'a presque pas d'impact en fait sur les ratios de solvabilité dans les pays. Dans le scénario late action, l'introduction d'une taxe carbone est retardée à 2030, ce qui fait qu'en 2030 on se retrouve avec une grosse crise économique liée à cette introduction, puisqu'il y a un fort ralentissement de l'économie. Donc on a découpé le scénario en deux parties, 2030 et 2050. En 2030, gros choc économique, donc forte baisse des ratios de solvabilité. Et ensuite normalisation d'ici 2050 parce que l'économie reprend et s'adapte à ce nouvel environnement. Puis après il y a le no action, donc on ne fait rien, on laisse la planète se réchauffer, donc c'est ce qu'on appelle le hot house world, et donc là le scénario 2050 est assez catastrophique. Ce qui est intéressant, là, c'est une estimation basée sur les portefeuilles moyens, mais quand on présente ça à pas mal d'assureurs en Europe, ce qui était intéressant, c'est que la plupart se disaient que le no action serait plutôt positif pour les investissements, puisque on se retrouvait avec le risque physique et pas du tout avec le risque de transition, le risque de transition est vu par les acteurs financiers comme étant le plus gros risque
pour leur portefeuille, puisqu'ils vont devoir payer. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Donc quand on voit les scénarios qui se déploient, et donc ce sont des scénarios qui sont basés sur le NGFS, donc c'est le Network for Greening of the Financial System. Bon voilà, on voit très bien qu'en fait, la taxe carbone, même si c'est un coût de transition, n'est pas forcément complètement au détriment de l'économie, et au contraire, le hot house world est plutôt catastrophique d'un point de vue économique. Donc oui, je ne sais pas si vous avez eu des difficultés, des feedbacks sur l'introduction, le calcul de ces scénarios. Alors, nous, on n'a aucune prétention de donner des recommandations sur ces stress tests. Les stress tests, il faut savoir que c'est un exercice que l'on a commencé il y a très peu de temps. On est vraiment aux prémices de savoir comment on peut, dans nos modélisations financières et dans nos projections, y intégrer des dimensions climat et des paramètres climat. Il faut faire attention aussi quelle est la lecture que l'on fait de ces différents paramètres, à quel niveau on l'injecte et quel est son degré d'importance. En revanche, ça nous permet aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité sur l'évolution de notre portefeuille et notamment les actifs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont les actifs échoués et qui ne sont pas forcément, donc qui sont non résilients et qui ne sont pas forcément ceux qu'on pense garder à un horizon temporel, 5, 10, 20, 25, 50 ans. Le point est aussi que une histoire à 2050, ça nous paraît pas tout à fait imaginable. Pourquoi ? Parce qu'on se projette très très loin. Alors les scénarios NGFS, les scénarios d'alignement de degrés nous projettent jusqu'à 2100, mais en fait il faut qu'on ait déjà des prises de décision bien en avant. En tant qu'investisseur institutionnel gérant l'actif d'un assureur, nous on a une duration longue. Donc les prises de décision aujourd'hui vont nous impacter à 2030, 2035. Et c'est en ça que les stress tests vont pouvoir nous aider. On distingue deux stress tests, risque physique d'un côté et risque de transition de l'autre. Tu l'as dit Valérie. Risque de transition, nous on se met sur le paramètre de l'évolution du prix carbone. Mais là encore, il y a différentes appréciations de ce carbon pricing. J'ai encore en tête un rapport, le rapport Kiné de 2019, je crois. Il me semble que c'est celui-ci de 2019 ou 2020, qui estimait la tonne carbone en 2030 à 200 voire 250 € la tonne. Alors, pour cela, il faut évidemment partir de la base de l'évaluation de notre portefeuille. Quelle est la valeur carbone de notre portefeuille ? Et après, c'est relativement simple. C'est une multiplication que tout le monde sait faire. Et en l'occurrence, on aura un coût annuel de la compensation si aujourd'hui, on a la volonté d'être net zéro. Et c'est la raison pour laquelle le net zéro arrivera en 2050. Mais il faut des étapes intermédiaires, et notamment avec une décarbonation déjà de 25% sur les classes actives dont on a parlé tout à l'heure à horizon 2025. Donc justement là, ça nous amène bien dans le vif du sujet sur la réduction des émissions de carbone au sein du portefeuille d'actifs. Il est communément admis que pour arriver à net zéro en 2050, il faudrait aujourd'hui réduire de 25-30% immédiatement les émissions de carbone du portefeuille et ensuite, graduellement, chaque année, de continuer cette réduction de 7% par an. Alors souvent la question qu'on nous pose, c'est si on ne fait rien, comme tout le monde va être net zéro, on peut ne rien faire et attendre que toutes les obligations du portefeuille soient alignées avec les accords de Paris et tout va bien. Alors on s'est interrogé un peu en regardant l'intensité carbone de l'indice Barclays Euro Corporate sur les scopes 1 et 2. Donc c'est pour ça que la finance est quasi proche de zéro, parce que si on rajoute le scope 3, le secteur financier explose. Mais donc là, l'indice carbone a baissé de 15%, enfin l'intensité de cet indice a baissé de 15% sur les 5 dernières années. On n'est pas du tout en ligne avec les accords de Paris et il faut faire beaucoup plus. Et puis surtout, la baisse a été très forte au début et très faible les 2-3 dernières années. Donc d'où l'importance d'avoir une gestion un peu plus active et précise des émissions carbone du portefeuille.
Et alors après, en tant qu'assureur, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Donc sur deux problèmes principaux, il y en a plein d'autres, mais le premier c'est la taille du bilan. En tant qu'assureur, Allianz, AXA, il y a plusieurs centaines de milliards d'actifs sous gestion. C'est vraiment difficile d'exclure complètement certains secteurs. Donc on ne peut pas concentrer intégralement son portefeuille uniquement dans des obligations vertes. On est un peu obligé d'être exposé à tous les secteurs parce que sinon ça devient trop risqué. Donc se pose la question de comment construire le portefeuille en étant toujours diversifié mais en favorisant quand même disons une décarbonation du portefeuille. Puis la deuxième, c'est le pilotage du bilan, les assureurs vie en particulier. On ne peut pas tout vendre, tout racheter, parce qu'il y a des contraintes comptables, réalisation de plus-value importantes qui vont impacter les participations aux bénéfices des assurés. Donc là, on a fait une petite étude de cas, 2 cas. On a construit un portefeuille juste feuille blanche. On part de zéro sur un portefeuille crédit européen. On suppose donc une totale flexibilité de réalisation de plus-value et on met des limites de concentration sous les sous-secteurs. Donc c'est au niveau 4, c'est pas juste finance, utilitaire, etc. Mais c'est vraiment les sous-secteurs. Donc banque, assurance, etc. Il y a vraiment plus de granularité. Et on autorise une sous-pondération de plus ou moins 20%. Et alors, qu'est-ce qui est possible d'atteindre en termes de rémission carbone en optimisant ce portefeuille, mais vraiment d'un point de vue feuille blanche, on peut réduire de 15% par rapport à l'indice. Alors, si on autorise un peu plus de sur- ou sous-pondération à plus ou moins 30%, on arrive à réduire de 30%. Donc la question de la concentration, elle est vraiment essentielle. Et après, dans le deuxième cas, on est parti du constat que c'est difficile de piloter le bilan, puisqu'on ne peut pas complètement... On a typiquement des durations sur le portefeuille corporate plutôt 7-8 ans. Donc comment est-ce qu'on va réallouer le portefeuille? Donc là, dans ce cas-là, on est parti du portefeuille du cas 1 et on a calculé combien de cash on avait à dépenser à peu près chaque année pour rebalancer le portefeuille en se basant sur les coupons et sur les obligations arrivant à maturité. Bon, il y a évidemment les primes aussi que les assureurs perçoivent. Et donc on a à peu près, on va dire 15% à dépenser chaque année pour réallouer son portefeuille. Et donc en faisant ça, ça nous permet globalement de réduire les émissions de 10% par an. Donc là, on a fait ça sur les 5 dernières années en regardant notre historique. Mais il y a la limite de concentration qui s'applique assez vite. Et donc, même en la poussant à plus ou moins 30%, on arrive très vite à un cap et on ne peut pas réduire de plus de 40% l'intensité du portefeuille. Donc voilà, donc là on a regardé un peu l'approche sur le corporate, c'est bien entendu une grosse partie du bilan des assureurs. La même chose peut s'appliquer sur les equity, puisque tout ce qui est liquide, on a à peu près les mêmes données. Mais la question des alternatifs, c'est celle qui est un peu compliquée, parce que là il y a vraiment un manque de données. Et donc sur le bilan des assureurs, typiquement maintenant on a à peu près 15% d'alternatifs, si on prend en compte l'immobilier également. Et donc pour cette partie, c'est vraiment difficile de mesurer l'intensité carbone. Souvent, on se tourne vers 2 autres métriques. Une qui est vraiment les avoidance offsets, donc c'est tout ce qui a été évité. Donc, par exemple, si on finance un parc éolien, ça nous évite de construire une nouvelle usine à charbon, et donc on a évité un certain nombre de tonnes de carbone. Ou bien si on rénove son parc immobilier, on va réduire du coup la consommation d'énergie, et donc on va également éviter de nouvelles émissions. Et après, il y a la partie carbon capture, donc beaucoup d'intérêt sur ce sujet, parce que est-ce que c'est possible de capter le carbone et de réduire le carbone de cette manière? Le problème, c'est qu'à ce jour, principalement, les technologies sont vraiment en développement et le coût est un gros frein. Donc, ça coûte très très cher de capter une tonne de carbone aujourd'hui. Et pour l'instant, on voit un peu d'intérêt sur les forêts, parce que ça représente 40% des crédits carbone enregistrés en 2019, par exemple. Donc la question se pose, voilà, investissement dans des actifs crédit carbone. Merci Valérie. Donc on a pu voir comment on pouvait a priori réduire les émissions carbone des portefeuilles. De nombreux assureurs ont déjà dit qu'ils essaieraient d'être net zéro d'ici 2030 ou 2050. Donc je me tourne vers toi, Yann, et je voulais savoir, êtes-vous certain chez Allianz France d'atteindre ces objectifs net zéro? Alors, ça,
appelle un ami, je vais appeler l'Allemagne et on verra. Non, plus sérieusement, est-ce qu'on est certain en 2050 d'atteindre net zéro? En tout cas, c'est notre objectif. Et ce que je vois, c'est que, en tout cas, on se donne, nous, les moyens, et je le vois aussi sur l'intégralité des acteurs de la place, assureurs, financières, qu'il y a de plus en plus de moyens qui sont mis, parce qu'il y a une appropriation du sujet. Il faut faire attention. On part... COP21, 2015, je crois que peut-être le ratio, c'était 10% de la population savait exactement de quoi il s'agissait dans la COP21 et de quel sujet on allait discuter dans une COP21. COP26, on monte déjà à 7 personnes sur 10. Donc il y a aussi cet engouement du sujet de la finance durable. Ça fait vraiment il y a eu un essor énorme depuis la COP21. Il y a donc un travail d'éducation, il y a eu un travail de formalisation aussi des projets. Aujourd'hui, atteindre la net zéro, c'est aussi comprendre ce qu'on peut faire sur le scope 3. On en a parlé. Sauf que le scope 3 aujourd'hui, c'est pas du reporter, et d'ailleurs, c'est pas de l'auditer. D'accord ? C'est même pas reporter, et c'est encore moins auditer. Mais c'est de la modélisation. Donc du coup, on est sur du prospectif, on est encore sur de la donnée qu'on essaie de challenger de plus en plus auprès des émetteurs et des fournisseurs de données. En revanche, les points qui nous intéressent beaucoup plus, c'est quelles sont les étapes pour y arriver à cette décarbonation et quels sont les outils qu'on essaie de développer. On parle beaucoup aujourd'hui des CTB, des PAB. On les étudie. Aujourd'hui, ils ont certaines lacunes aussi. On engage beaucoup nos asset managers également, ceux à qui on mandate, ou en tout cas... Voilà, sur des fonds dédiés, mais aussi sur des fonds ouverts. On les engage énormément sur leur maturité, sur le sujet du carbone. Mais encore une fois, là, on est sur quelque chose d'assez spécifique au sein de la politique ESG. Donc, est-ce qu'on en est certain ? J'ose y croire. Est-ce que ça peut être un oui absolu ? On pourra y arriver. La question sur la compensation est assez bonne. Je n'ai jamais vu un acteur de place, et pourtant j'en rencontre un certain nombre, qui puisse me dire... Par l'effort de la décarbonation, on arrivera à un zéro absolu. C'est pas possible. On parle de net zéro. Donc le sujet de la compensation aura forcément sa place. En revanche, est-ce que la compensation est un outil qui est en phase avec notre approche ? Est-ce que acheter des forêts et potentiellement créer une bulle spéculative sur un nouvel asset qui est l'actif forestier ? C'est une question sur laquelle on planche. De plus, ces projets-là, où sont-ils situés ? Est-ce qu'il y a une régionalisation de ces... Donc voilà, ça amène... Voilà, c'est vraiment la boîte de Pandore. Donc vous donnez une réponse absolue, je n'oserais pas. Merci beaucoup Yann. Je pense que maintenant on va vous donner la parole. Si vous avez des questions, nous on a pratiquement couvert tout ce qu'on voulait couvrir aujourd'hui. On pourrait parler de ce sujet pendant des heures, donc de notre côté on va s'arrêter là. Et est-ce que dans la salle vous avez des questions pour nous ? Oui, bonjour, merci. J'avais une question par rapport à la révision solvabilité 2. Vous avez parlé du volet stress test tout à l'heure. Il y a un volet aussi formule standard où les IOPA étaient aussi mandatés par rapport aux facteurs bruns qui sont des facteurs d'aggravation dans le SR ou aux facteurs verts qui sont des facteurs facilitants. Et je voulais voulu votre sentiment par rapport à ça, ce que vous pensiez de cette suggestion. Alors, je vais prendre la question et je vous laisserai couvrir. C'est une question que j'avais déjà eue dans le passé par certains de mes clients. C'est une très bonne question. C'est une question qu'on s'est posée pour essayer d'arriver à estimer si ce changement allait avoir lieu ou pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand l'EIOPA a créé une nouvelle classe d'actifs, on va dire une nouvelle catégorie pour les investissements infrastructures, la manière dont ils ont calibré les chocs, ils ont regardé l'écartement des spreads de ces actifs spécifiques dans le temps. Donc je pense que ce que l'EIOPA pourrait faire a priori, ce serait d'isoler ces actifs verts, de regarder l'évolution des spreads dans le temps. Ils auront du mal parce qu'il n'y a pas, un horizon de temps suffisant par rapport à ce qu'on pouvait voir sur une classe comme l'infrastructure. Et l'idée va être de voir si la différence de spread est significative. A priori, ils devraient pouvoir
Personnellement, je pense que c'est peut-être une approche que l'EIOPA pourrait suivre pour voir la nécessité de calibrer ces chocs. Ouais, je crois que la question aussi, c'est est-ce que ça va être une punition d'investir dans des actifs bruns ou est-ce que ce sera plutôt vertueux le vert et je pense qu'ils vont plutôt aller sur la deuxième. Parce que c'est difficile de changer totalement. Il faudrait changer tout, parce que tout le portefeuille est actuellement calculé avec des chocs qui sont sur des actifs, sur la majorité du marché. Donc moi, je penche personnellement plutôt pour l'approche vertueuse, mais qui serait finalement assez similaire de ce qu'ils ont fait sur l'infrastructure avec une catégorie spécifique. Aujourd'hui, on n'est pas suffisamment prêt, je pense, pour intégrer ça sur l'intégralité de l'actif. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît quelqu'un chez IOPA pour lui demander, on est preneur de réponses. Bonjour. Double question sur l'impact de la taxonomie sur le private equity. Est-ce que vous attendez du coup d'avoir davantage de données ? Qu'est-ce que ça va changer chez vous, monsieur l'investisseur ? Et qu'attendez-vous de la normalisation ESG qui est annoncée ? Qu'est-ce que ça va faire bouger pour nous ? Voilà. Alors, sur le private equity, c'est forcément une poche encore plus complexe. On a déjà beaucoup c'est un beau challenge de collecter la donnée sur des actifs cotés. Alors, sur le private equity... Pardon ? Je vous entends pas. Non, mais ouais. Si j'ai bien compris, la taxonomie va donner un certain nombre d'informations sur les sociétés de plus de 250, donc, y compris celles qui ne sont pas cotées. Alors, complètement, ça c'est vrai. Nous, notre poche private equity est vraiment sur du early stage. Donc du coup, sur le SMI, qui s'apparente quasiment à du SMI ou sur du growth, effectivement, là on aura des données. En revanche, et c'est ce que j'ai appris sur les dernières années, ce n'est pas parce que il est demandé de reporter des données que ces données sont d'une part reportées et ensuite qu'elles sont valables, de qualité. Donc il faut toujours avoir un certain recul et en l'occurrence, on s'est structuré nous de notre côté pour avoir 2 personnes qui justement regardent ce volet sur la taxonomie de manière assez différente selon la classe d'actifs. Donc ça c'était la première question. La seconde question était sur la normalisation ESG. Merci. Ça rejoint un petit peu mon point sur la gouvernance et surtout sur l'expertise et aussi sur quel est le discours que l'on donne à notre client. Nous, on est un petit peu entre les deux, entre l'asset management et nos clients finaux. On veut évidemment, c'est notre objectif avant tout, de protéger le portefeuille client, et d'où le sujet de rentabilité pour moi est en adéquation avec durabilité. Mais pour le protéger et pour lui donner un niveau de transparence suffisamment confortable pour qu'il comprenne où son épargne va, il faut encore mieux comprendre les messages et les stratégies dans lesquelles on investit. Donc la normalisation, c'est une étape, mais au même titre que le SFDR, pour moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que c'est suffisant ? Et est-ce que ça nous donnera suffisamment d'éléments de réponse vis-à-vis du niveau de maturité auquel nous sommes ? Et quand je dis nous sommes, c'est pas Alliance plus haut que les autres, c'est l'ensemble des acteurs du marché. Et je crois que là, il y a des efforts à faire, et d'ailleurs, en discutant avec la DG Trésor, en discutant avec différentes instances publiques, effectivement, il y a beaucoup d'efforts qui sont produits aujourd'hui pour la révision du label ISR. Le label ISR, ça fait des années qu'il n'a pas changé. Aujourd'hui, on est sur des politiques de décarbonation, de sortie du charbon, par exemple. Le label ISR ne regarde même pas cet élément-là. Donc, voilà, on les encourage, mais évidemment, ça prend un petit peu de temps. Après, c'est une question, et on en parlait avec Laurent, c'est une question de positionnement. À quel niveau et à quel degré d'importance on accorde dans les stratégies d'investissement ce sujet de la durabilité ? Oui. Alors j'ai 2 questions liées au sujet de cohérence dans l'univers à la fois de la réglementation et des indices liés aux critères ESG. La première question de cohérence, c'est on voit qu'en termes de réglementation, les exigences réglementaires, l'approche réglementaire et les grilles de lecture ne sont pas les mêmes entre le niveau national
le niveau régional, en opposant par exemple l'Europe et les États-Unis, et même au niveau mondial, si on réfléchit aux normes, par exemple, de l'ISSB. Du coup, en fonction de la grille de lecture qu'on adopte dans nos stratégies d'investissement, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver à régionaliser d'une certaine manière nos investissements, non pas pour des raisons de choix sur où on veut investir, mais pour des effets de bord de ce que la réglementation nous permet de lire et d'apprendre? C'est ma première question. Et la deuxième en lien, c'est on parle beaucoup à travers la stratégie net zéro, à travers la taxonomie des objectifs climatiques et donc du climat au sein du E. Mais quand on réfléchit plus dans une grille de lecture ESG, il y a aussi le S et le G. Et potentiellement, une entreprise peut être, au moins potentiellement, très bonne en S et en G, très mauvaise en E. Et du coup, dans une stratégie ESG, est-ce que cette entreprise est bonne ou pas? Alors merci pour les deux questions, elles sont vraiment très bonnes. Sur le sujet de la régionalisation, alors nous on est plutôt bien situés parce que OI française d'un groupe allemand. Donc du coup on n'a pas du tout les mêmes réglementations, pas du tout. Quand elles proviennent de la Commission européenne, on est à peu près en phase. En revanche, on prend l'article 29, anciennement l'article 173, c'est une spécificité française. Quand on explique à nos homologues allemands effectivement qu'on a un devoir de transparence sur la gestion de notre actif face aux risques climatiques, à notre empreinte ESG, le rapport RSE du groupe ne comporte pas les mêmes éléments. Et effectivement, il y a une régionalisation il y a une régionalisation de la thématique. En revanche, le sujet est global. Et c'est exactement la complexité, je pense, du sujet du carbon pricing, par exemple, parce que quand un pays européen va avoir une ambition de net zéro à 2050 et un autre pays dans le monde va en avoir une à 2060, évidemment, l'espace-temps n'est pas exactement le même. Sur la deuxième question, et la première question était tellement intéressante que sur la deuxième question, c'était, rappelez-moi, sur sur le S et le G. Ça, c'est dans les derniers rapports du GIEC. On ne peut pas faire une transition énergétique et écologique s'il n'y a pas une transition juste. L'impact sur le S est énorme. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé de vraiment mettre, avec Valérie et Betsabé, le point sur une politique ESG, décarbonation, doit entrer dans une politique ESG plus large qui justement a une lecture aussi de ce volet G et S, et notamment on a la taxonomie sur la finance durable, mais on va avoir la taxonomie sociale aussi qui va rentrer en vigueur, voilà, qu'il va falloir que l'on travaille collectivement. Je vois qu'on nous a mis la petite musique. Bon, ceux qui veulent y aller, n'hésitez pas. Ceux qui ont des questions, pas de problème, nous on peut rester pour répondre à quelques dernières questions.